Donc, c'est quoi de plus normal que ça fait peur, ces drones? Parce que je disais tout à l'heure là que l'ambassadeur de France qui était en Ukraine a plié bagage, il a démissionné pour sauver sa vie. Donc, c'est dire que la Russie, qui avait temporisé, qui avait donné en tout cas un sursaut à ce que le peuple ukrainien se lève pour dénoncer leur président, en tout cas leurs autorités qui avaient pris cause pour l'Occident, qui avaient pris cause pour la guerre, pour qu'ils reviennent à la raison. On voit que l'Ukraine avait pris ça comme un signe de faiblesse en quittant la table de la négociation. Donc aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal que la Russie donne du temps pour dire clairement que nous ne voulons pas faire cette guerre d'ailleurs qui est de procuration. Dites à celui qui vous a envoyé de venir faire la guerre. Donc voilà d'entrée des éléments qu'on peut regarder par rapport à ça. Et j'insiste, je souhaite que d'autres nations, bien entendu, apportent du soutien aussi à la Russie parce que nous sommes à un tournant décisif au plan mondial de ce qu'est l'hégémonie mondiale, de ce qu'est la constitution même du monde. Donc aujourd'hui, cette façon de voir le monde occidental qui s'estompe, dont ils ne veulent pas, ils ne veulent du tout pas que d'autres pays émergent au plan de vue militaire comme économique pour pouvoir continuer à dominer. Cette tendance est véritablement en échec et vous aurez constaté qu'en Afrique, nous avons déjà emboîté le pas. Et c'est ce que les souverainistes, c'est ce que les panafricains ont vite compris pour engager le pas pour que cette lutte-là, l'Afrique ne soit pas toujours en arrière, mais l'Afrique fasse désormais partir du concert des nations avec la voix de l'Afrique sans être portée par qui que ce soit dans le concert des nations. DP Kodo, je vais lire ce message de Fiacre Médéan qui souligne: c'est n'importe quoi, ces pays ont toujours été des pêcheurs en eau trouble. Même durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis fortes, la France, Renault ont donc fourni des véhicules au régime nazi. L'Italie était un allié des nazis. Avant de retourner sa veste, les Russes avaient une ligne de conduite qui était notamment claire, qu'ils ont défendu jusqu'à la fin. C'est juste une coalition d'hypocrites. Ils veulent tout faire pour que le conflit s'enlise. Pour revenir donc à vous, DP Kodo, ne voit-on pas de façon très claire que ceux qui forment l'OTAN et qui sont dans un ensemble, justement, entre guillemets, de forces mondiales, cherchent à tout prix à montrer aux yeux du monde que la Russie est un mauvais pays. La Russie, en même occasion, est un mauvais partenaire. Il faudrait voir la Russie à peu près comme une sorte de diable peint en noir, et que de cette façon-là, cela pourrait davantage mettre la Russie dans une sorte de vase clos. Malheureusement, Florent, c'est pas très facile pour ces puissances prédatrices parce que avec la prolifération des nouveaux moyens, des nouvelles techniques de l'information et de la communication, le monde il est de plus en plus difficile pour l'Occident d'apprivoiser l'information parce que l'information peut être véhiculée à une vitesse exponentielle et en temps réel. Donc c'est une démarche qui est vouée à l'échec. Parce que dans les théâtres d'opération, aujourd'hui, il y aura peut-être un témoin à côté qui sera capable de faire juste une petite vidéo qui va toucher au pôle Nord et qui va se retrouver au pôle Sud dans les secondes qui suivent. Je pense simplement que le bloc occidentalo-américain est dépassé par les événements, comme on dit souvent. Et je vais même vous rappeler à nos téléauditeurs que les drones qui font si peur, à côté de ces drones qui font si peur aux pays de l'OTAN, il y a également des missiles balistiques sol-sol conçus par l'Iran et fabriqués par l'Iran en prévision d'une éventuelle attaque israélienne. Et ces missiles balistiques ont également une puissance de force qui est peut-être 10 fois celle d'un seul drone. Donc vous imaginez, les services spéciaux américains sont au courant, les services spéciaux de l'OTAN sont au courant de toutes ces capacités. Ça fait paniquer. Parce que si maintenant l'Iran
se jette ou alors la Russie commence à se servir en appui de ses propres équipements du matériel iranien, il y a une certitude, ça va basculer très rapidement. Or, lorsque vous voyez le déroulé de ce conflit, vous voyez que la Russie ne monte pas en puissance rapidement parce que la Russie joue sur plusieurs facteurs, même sur le facteur climatique. Nous nous acheminons progressivement vers l'hiver. L'hiver en Europe, ce n'est pas l'hiver à Douala. Vous savez, l'hiver en Europe, c'est un gros défi. C'est grâce à l'hiver que les Blancs étaient obligés de fabriquer des tenues appropriées. C'est pas chez nous, ici, on peut se balader avec un petit polo, une petite gant droit comme la mienne, là, à tout moment. Et ça peut devenir un facteur déterminant pour l'issue du conflit annoncé. Déjà, les pays occidentaux sont dans la panique, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus assez d'électricité. Et l'Ukraine a coupé l'approvisionnement de l'Europe, depuis l'Union européenne en gaz à la suite de la première attaque des missiles qui a eu lieu il y a une semaine. Donc l'Ukraine ne livre plus de l'énergie électrique à l'Europe. La Russie fait passer son énergie et son gaz par la Chine, l'Inde et la Turquie désormais, et ça coûte plus cher. Vous comprenez? Nord Stream 1, Nord Stream 2 sont à l'arrêt à cause des États-Unis qui, selon toute vraisemblance, ont attaqué, ont saboté ces gazoducs. Donc, la personne, les gens les plus idiots dans ce conflit sont effectivement les Occidentaux, parce que les Occidentaux continuent à jouer les caniches des Américains qui profitent pour faire le business. Maintenant, là où nous sommes rendus, nous assistons à une guerre de communiqués, mais une guerre de communiqués qui est de bonne guerre, je pourrais excuser la redondance, qui est de bonne guerre, parce que d'un côté, il y a des gens qui sont dans la panique, et de l'autre, des gens qui sont en train de vouloir démontrer qu'ils sont à la hauteur de piloter les opérations avec succès jusqu'à la fin du conflit, et à un moment donné, imposer le timing quand il faudra négocier. Parce que tout conflit s'achève par une négociation. La Russie a déjà imposé le timing. La raison pour laquelle, depuis l'annexion des 4 territoires, des 4 régions ukrainiennes, vous n'avez pas entendu quand le bus est tombé sur l'une de ces régions, parce que l'OTAN sait ce qui peut arriver. L'OTAN sait, est conscient de ce qui peut arriver si jamais ces territoires, ces régions annexées par la Russie font l'objet de la moindre attaque des forces ukrainiennes ou bien de l'OTAN. Alors, lorsqu'on veut nous enfermer dans un faux débat comme celui-là où les gens condamnent l'Iran de ne pas de participer à un génocide, encore faut-il savoir qu'est-ce que les Occidentaux entendent par génocide. Lorsque je vois comment les Français ont génocidé des populations en Afrique et dans le monde, et bien entendu au Cameroun, je me pose la question de savoir si c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Donc, je pense que l'opinion africaine ne doit pas se laisser berner par ce type de sortie des chefs d'État ou alors des responsables occidentaux, parce que ils expriment simplement la panique dans laquelle ils se retrouvent, parce qu'ils ont engagé un conflit dont ils n'ont pas les capacités nécessaires pour pouvoir impacter sur son issue. Aujourd'hui, la guerre qui se passe du côté de l'Ukraine est une guerre dont le timing, je dis bien le timing, est imposé par la Russie. Tout ce qui se passe là, c'est la Russie qui décide d'augmenter en puissance. L'Ukraine contre-attaque, la Russie remonte en puissance et ainsi de suite. Avec l'hiver qui arrive, attendez d'ici 2 semaines, on en reparlera. Et c'est dans le cadre du même programme. Alors, certainement, merci à vous pour votre contribution. Nabaloum Abdoulaye, il y a quand même lieu de pouvoir souligner un aspect des choses qui est quand même aussi évoqué aujourd'hui, autour notamment de ces puissances qui sont en train d'accuser l'Iran d'être en complicité avec la Russie pour génocide. Est-ce à cause notamment parce que la force de frappe russe a plus d'impact vis-à-vis de son adversaire du jour, qui est l'Ukraine, et que ce n'est pas un vice-versa, d'où ce génocide qui est souligné, alors que, ou bien d'un autre pan, ces deux puissances utilisent des armes qui sont fournies par leurs différents alliés. Alors, merci. Pour moi, c'est d'abord la force de feu, la force de frappe et le feu, mais c'est aussi stratégique de la part de l'OTAN qui veut d'une manière ou d'une autre étendre cette guerre-là. Parce que si l'OTAN décide d'appuyer l'Ukraine
par la fourniture d'armes. Je pense que cette action de vouloir sanctionner l'Iran, c'est une manière pour trouver une brèche quelque part pour étendre en tout cas ce conflit-là. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, la Russie n'avait pas en tout cas laissé entrevoir cette action se perdurer. C'est pourquoi elle a d'abord privilégié la voie de la négociation. Et laquelle voie de la négociation? La Russie a effectivement ralenti le théâtre de combat. Et lorsque cette situation s'est produite, ça a permis à l'Ukraine non seulement de recevoir beaucoup plus d'armes, mais aussi d'hommes sur le terrain, avec cet espoir-là qu'il pouvait en tout cas égratigner ou en tout cas il pouvait faire mouche dans cette guerre. Et c'est pourquoi rapidement ils se sont retirés de la table de négociation en se fondant sur en tout cas les apports qu'ont fait les autres pays de l'OTAN. Donc, le fait que l'Iran apporte d'abord ces drones, il avait été question de coopération militaire, ce qui veut dire que ce n'est pas une simple aide comme ça a été le cas du côté de l'OTAN où les pays un à un, chacun a déclaré et envoyé pour soutenir la guerre contre la Russie. Donc, du côté de l'Iran, c'est un accord militaire et un accord militaire, ça se négocie. On est en temps de guerre, il n'y a pas de guerre propre. Donc, avec tous les moyens, il faut aller à la guerre. Donc, ici, je pense que la Russie, qui a anticipé sur l'évolution de la guerre, n'a pas voulu, dans un premier temps, mettre en exergue toute sa puissance de feu, qui aujourd'hui, il faut le dire, les pays de l'OTAN cherchent à comprendre, cherchent à savoir quelle est la technologie, quels sont les moyens de guerre dont dispose réellement la Russie pour menacer toute l'Europe, pour menacer les États-Unis. Donc, pour eux, je pense que cette situation devait leur permettre de collecter un maximum d'informations sur l'armement de la Russie. Donc, l'aide qui est venue, cet accord qui est venu de l'Iran, vient de jouer cette stratégie-là de l'OTAN et des États-Unis, de creuser plus dans la stratégie des moyens que dispose la Russie. Et bien entendu, ces drones jouent parfaitement et avec efficacité leur rôle. Et quand vous regardez les cibles qui ont été touchées, vous l'avez exprimé, le terme de frappe chirurgicale que j'ai bien aimé, parce que ce sont des frappes qui sont assez bien ciblées et vraiment très stratégiques. Donc c'est une fois de plus, de mon avis, que la Russie tempère dans cette guerre et veut faire, en tout cas, comprendre à la population, à la communauté internationale que cette guerre qui est faite par procuration n'a pas lieu d'être et que s'il y a encore des acteurs de bonne volonté, que chacun y mette du sien pour qu'on puisse trouver une solution, parce que la Troisième Guerre mondiale, elle ne sera bénéfique pour personne s'il y a lieu. Donc, j'estime et je pense que la Russie est en bonne position et l'OTAN, de façon globale, l'Occident, est en train de chercher comment est-ce qu'il faut trouver un autre mécanisme, trouver un autre moyen pour exactement impliquer, par exemple, nous, les pays africains, dès l'entame de la guerre, on a constaté le déplacement de Macky Sall au niveau de l'Ukraine et au niveau de Moscou, où il a été décrié. Donc, l'OTAN cherche par tous les moyens pour nous, Africains, par exemple, nous faire accepter que, voilà, s'il y a guerre, il faut que nous allions vers eux. Et je disais tout à l'heure là que, je ne sais pas encore vérifié, qu'il y a le ministre des Affaires étrangères de Madagascar qui a voté contre l'annexion des pays, l'annexion à la Russie. Donc, ce ministre a été démis de ses fonctions pour avoir voté contre cette annexion-là.
Donc, vous voyez toute la pression qu'ils sont en train de vouloir mettre sur nos pays africains, mais comme ils constatent que au niveau de l'Afrique, il y a cette jeunesse-là qui comprend la stratégie, la géopolitique mondiale. Donc, ils sont en train de vouloir chercher des arguments, vouloir trouver des éléments pour soutenir leur position, pour encourager ou en tout cas pour montrer que c'est eux qui sont sur la bonne voie et que voilà, c'est l'autre qui est en train de créer l'hécatombe, qui est en train de créer un génocide. Donc voilà un peu ma vision de la chose. J'ai vu également que le président de la CEDEAO est annoncé pour être en Ukraine et en Russie. Donc vous voyez à tel point l'instrumentalisation est en train d'arriver déjà en Afrique. Donc si le président Mbalo qui veut se déplacer là-bas et à l'oreille de ce qui est dit et de ce qui est en train de se passer, donc vous voyez que instrumentaliser nos chefs d'État pour qu'on prenne cause pour l'Occident, c'est très facile pour eux. Mais les peuples africains sont très éclairés, nous suivons de près, nous comprenons la géostratégie qui se mène au plan mondial et nous avons notre réaction, nous avons notre avis, nous avons notre façon de voir aussi les choses. Voilà, merci à vous. Cela nous donne d'ailleurs une belle brèche. On va interroger d'ailleurs les Penko de là tout à l'heure. Mais pour le moment, nous allons prendre le téléphone avec Sir Ngando Seli depuis Yaoundé au Cameroun. Bonsoir monsieur, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Nora, bonsoir aux téléspectateurs de For You. Bonsoir également à vos deux invités. Monsieur Nora, les États-Unis avaient lancé sur le Japon 2 bombes atomiques. Vous voyez la taille des États-Unis, vous voyez la taille du Japon. Donc, ce n'était pas nécessaire de lancer ces 2 bombes-là. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais personne n'a encore porté plainte contre les États-Unis ou accusé les États-Unis. Donc, les accusations des Occidentaux vis-à-vis des autres pays, c'est un très grand classique et qui dénote, je ne sais pas, ou de la fourberie ou bien d'un banditisme international. Je m'explique. Si vous prenez un continent comme le nôtre, l'Afrique, nous ne fabriquons aucune arme. Mais pourtant, je vous assure, des millions de Camerounais, d'Africains meurent par jour sous les balles des armes fabriquées par ces pays-là. Est-ce qu'on accuse ces pays du génocide de l'Afrique? Regardez le Congo. Plus de 24 millions de morts depuis que l'ONU s'est installée au Congo, tués par les armes des Occidentaux. Qui les accuse de cela? Donc quand je parle d'un certain banditisme, c'est tout simplement parce que je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, comment je peux dire ça? Prenons le cas du Cameroun par exemple. Mais nos parents nous ont raconté que nous avions acheté à la France des avions de guerre, il y a de cela une trentaine, une quarantaine d'années. Mais si vous allez dans le garage du Cameroun, vous ne trouvez pas ces avions. Et c'est pareil pour tous les pays francophones, parce que la France a désarmé tous ces pays, mais dans les comptes d'opération, nous payons des armes tous les jours. C'est d'ailleurs pourquoi, vous avez vu au Mali, les Maliens ont dit, mais nous avons commandé des avions, nous avons commandé, mais ils ne nous livrent pas. Donc c'est pour ça que je dis, ce genre d'accusation dénote du banditisme international. Autrement dit, nous vivons dans un monde où il y a le commerce international, on dit mondialisé, c'est-à-dire chacun peut acheter là où il veut. Deuxièmement, les pays ont des accords, comme le disait M. Kodo, les pays ont des accords militaires ou des accords de défense. Ils peuvent acheter ou échanger des armes comme bon leur semble. Les États-Unis vendent les armes à qui ils veulent. Donc l'Iran peut vendre des armes à qui il veut, comme la Russie peut acheter à qui elle veut. Or, ces gens-ci, en venant poser ce genre d'accusation, ils essayent de dire au monde entier que tous les pays à qui nous avons vendu les armes, qui se sont tués, comme en Irak et l'Irak, comme au Liban, comme en Palestine, mais nous sommes des génocidaires. Mais autant le déclarer directement. C'est d'ailleurs pour ça que le Mali a porté plainte contre la France à l'ONU. Parce que à cette ONU-là, le Mali a les preuves que non seulement ils financent ces djihadistes, mais il leur donne des armes. Parce que, je vous dis, les djihadistes, là, sont des gens qui vont à dos d'âne. Comme où est-ce qu'ils prennent l'argent pour acheter les armes? Ils ne fabriquent pas les armes.
Donc c'est pour ça que je dis que c'est une question de banditisme international où les gens créent des lois, mais qui les violent elles-mêmes, et qui n'appliquent pas ces lois à eux-mêmes. Autrement dit, ces lois de l'ONU sont faites pour les gueux comme nous. Et nous refusons catégoriquement de continuer à accepter ce banditisme international. Voilà ce que je souhaitais ajouter, M. Noura. Bonne soirée à vous. Bonne soirée également à vous, M. Nganjo. Céline, on nous signale un appel depuis Paris, Mars-Mac. Monsieur, si vous êtes avec nous, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur, pour cette bonne émission que vous êtes en train de faire. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Car c'est une télévision, et même, je crois, des télévisions que vous êtes en train de monter en Afrique pour pouvoir conscientiser le peuple. C'est un bon travail de conscientisation, vraiment. Et merci pour le journaliste qui est sur le plateau. Merci. Et merci pour mon frère qui est au Burkina. Et la révolution est en marche. Nous sommes en guerre. Et depuis 30 ans, nous travaillons pour ce travail-là. Nous travaillons dans ce domaine et nous voulons que le peuple africain soit conscientisé. Et je pense qu'aujourd'hui, même dans nos champs, tous les paysans doivent être conscientisés et doivent comprendre qu'ils doivent comprendre la géopolitique internationale. L'Afrique est le continent le plus riche. Et c'est nous qui donnons à manger à tous les peuples du monde. Et regardez les Européens, ils n'ont rien que du vin, du fromage et du blé. C'est tout ce qu'ils ont ici. Ils ne font que être des gens qui vivent sur nos dos. Et ils vivent sur notre dos et ils cherchent à complètement nous anéantir. Si ils avaient l'Afrique, il y a quelqu'un qui disait dans une de nos conférences, il disait que si c'était les Européens qui avaient l'Afrique, mais nous allons mourir ici dans le froid. Voilà. Donc, nous avons le soleil, qui est une source d'énergie puissante. Nous avons des cours d'eau, les plus grands cours d'eau du monde. Nous avons une pluviométrie bonne. Mais nous ne devons pas manquer à manger en Afrique. Mais c'est parce que ces gens-là ne veulent même pas que nous puissions nous développer afin de nous prendre en charge. Et cette fois-ci, Dieu est en train de mener une bataille pour nous à travers le Mali, à travers la Russie. Les pays africains ne doivent pas, en tout cas, condamner la Russie pour ce qu'il est en train de faire. Parce que, regardez les génocides que les Américains ont fait en Amérique. D'abord, en tuant les Indiens. Et en plus de cela, venir prendre les Noirs comme des esclaves. Ils nous ont pris comme des bœufs pour aller travailler dans leurs champs. Et regardez tout ce qu'ils ont fait dans tous nos pays africains pour ceux qui étaient nos grands leaders, les tout premiers grands leaders, ceux qui étaient les pionniers. Ils les ont tous éliminés. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer là-bas, aucun Africain ne doit avoir, en tout cas, un soutien pour l'Ukraine. Aucun Africain. Nous devons être de ceux-là qui doivent être mis à part. Et si nous avons un soutien à apporter, nous devons apporter notre soutien à la Russie. La Russie n'a jamais pris un pays, n'a jamais colonisé un pays en Afrique, ni prendre des gens comme esclaves. Regardez Hannibal. Hannibal, qui était au cours de roi Pierre le Grand. Et j'ai regardé son histoire, c'était un noir. Donc la Russie est le soutien des peuples noirs. On les appelle des slaves. C'est-à-dire, quand vous regardez très bien en anglais, quand on dit un peuple slave, ça veut dire un peuple esclave. Donc pour eux, pour ces gens-là, ils considèrent les Russes comme, en tout cas, des marchepieds.
en Europe, ils se disent que les Russes ne sont pas un peuple noble. Voilà. Donc c'est ce qu'ils disent. Or, c'est les Russes qui ont délivré la France des mains des Allemands. Les nazis allemands, c'est les Russes qui sont venus battre Hitler. Et vous voyez tout ça, tout ce qu'ils sont en train de faire, l'instrumentalisation qu'ils sont en train de faire, et c'est cette manière d'instrumentaliser nos leaders en Afrique, et qui sont devenus des endocolons, et c'est la même chose qu'ils veulent encore faire. Les Africains, nos leaders africains doivent se mettre à part. Ils doivent se mettre à part, ne pas rentrer, en tout cas dans ce genre de manipulation. Voilà. Donc, je voudrais ne pas monopoliser la parole. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, et merci pour ce temps d'antenne que vous m'avez donné à m'exprimer. Et je remercie toute l'Afrique et à bas l'Europe, et que l'africanisme, les partis africanistes, en tout cas, puissent s'élever partout dans le monde. Merci. Merci également pour votre contribution, Mars depuis Paris pour cette première. Il y a une question qui est en train d'être évoquée, le fait de vouloir conduire les Noirs à prendre position. Nabaloum a souligné aujourd'hui l'évocation d'un voyage du président de la CEDEAO. Il y a eu tout précédemment le président de l'Union africaine. Il y a bien avant cela un vote qui avait tenté d'être organisé pour un sondage afin que les pays africains se prononcent. On se rend compte que durant le 72e sommet des Nations Unies, il y a eu également une rencontre entre la France avec d'autres pays du G7 et puis de l'Afrique, parmi lesquels le président Ouattara y était, pour voter contre notamment la Russie. Il y a aujourd'hui cette annexion de la Russie vis-à-vis des 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et autres qui sont là. On se rend compte qu'il y a certains pays tout de même qui sont allés dans ce sens-là. Le Tchad a eu à prendre la position pour voter contre l'Ukraine. Il y a donc le ministre des Affaires étrangères du côté ukrainien, c'est-à-dire Madagascar malgache, qui a également voté contre notamment, mais lui, il a été sanctionné. Il faudrait réagir, mais on nous signale qu'il y a un appelant d'Abdelaziz depuis la région de l'extrême nord. Bonsoir. En attendant, donc, vous prenez la parole. Pour vous dire que les Occidentaux qui sont de la Russie, allez-y. DP. Oui, vous voyez, on peut tirer des conclusions sur cette sortie en collectif des dirigeants de l'OTAN par rapport au soutien que l'Iran apporterait à la Russie. Je l'ai dit à l'entame de ce programme, que c'est simplement ces pays manifestent une panique générale, et c'est bon pour la Russie qui découvre qu'elle fait déjà véritablement peur aux pays occidentaux, et cela va peser pour la suite du conflit. Donc maintenant, s'agissant des pays africains qui font ami-ami avec la Russie, avec l'OTAN, je crois que ces pays, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des pays qui sont généralement dont l'on retrouve à leur tête des espèces de caniches à la solde de la France. On a parlé de Ouattara. Avec un peu de retenue sur les termes, quand même. Non, mais le caniche est bon pour caresser. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on a parlé de Ouattara, on a parlé de Mbalo, on a parlé de Macky Sall, et vous verrez que tous ces pays, tous ces dirigeants-là sont totalement déconnectés des attentes ou alors des aspirations profondes des peuples de leurs différents États. Et ils sont donc totalement corrompus et aliénés par la France et se mettent à la solde de la France. Heureusement qu'il y a des pays en Afrique qui sont indifférents. Lorsqu'on parlait de Madagascar tout à l'heure, où le ministre des Affaires étrangères a été
tout simplement démis des retours de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous comprenez que en Afrique, on a encore des dirigeants qui sont fiers d'être africains et qui ne ratent aucune occasion pour manifester leur élan de solidarité vis-à-vis des autres pays africains. Parce que vous savez, ce que les gens ne savent pas, Madagascar aussi a subi un génocide lors de sa colonisation par la France. Les Malgaches ont subi un énorme génocide lors de la colonisation par la France. Ça ne se raconte pas beaucoup, pourtant c'est une réalité. Les Malgaches nous suivent et ils peuvent en témoigner. Donc, pour revenir sur la thématique où l'OTAN accuse, menace l'Iran d'être accusé de participer à un génocide. Mais attendez, je disais tantôt, c'est peut-être l'hôpital qui s'en fout de la charité. Mais les génocidaires, même dans le monde, c'est qui? Notre appelant parlait tout à l'heure du cas des Indiens aux États-Unis. On peut parler du cas des aborigènes en Australie ou dans des îles du Pacifique. On peut parler du cas des Camerounais, s'agissant de la France. On peut même parler du cas des Ivoiriens lors de la colonisation française de ce côté-là. Donc, arrêtons simplement. Les Africains ont aujourd'hui plus que jamais l'obligation de choisir leur camp. Je l'ai toujours répété dans le cadre de ces programmes. Les Africains devraient savoir qu'en matière de coopération internationale, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Ce qu'on devrait privilégier, c'est considérer le vis-à-vis comme étant soit une opportunité, soit une menace. Nous sommes d'avis, nous sommes d'accord que depuis 60 ans, que les pays africains sont sortis d'un semblant, sont apparemment sortis de la colonisation française, aucun ne s'est industrialisé. Ça signifie que la France est une menace pour notre développement. Et à ce titre, la France doit être traitée comme telle. Il y a un correspondant, un appelant qui rappelait tout à l'heure que la Russie n'a pas une histoire négrière ni colonialiste. Et ça, c'est une réalité. La Russie n'a jamais été une puissance négrière. Vous n'allez jamais voir dans les archives de la terre négrière un navire russe. Par contre, la Grande-Bretagne, le premier navire qui appartenait à la reine de l'époque s'appelait Jésus. Peut-être que ça, on ne vous le dit pas. Le premier navire, le navire britannique qui appartenait à la reine d'Angleterre de l'époque s'appelait Jésus. Paradoxalement. Donc, vous voyez jusqu'où ils peuvent même se moquer de Dieu. Ils ont atteint un degré d'anthropophagie qui leur permet même de se moquer de Dieu. Donc les symboles qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres ne sont plus leurs valeurs. C'était un peu pour dire que nous avons en face de nous des gens qui sont prêts à tout, pour des monstres qui sont prêts à tout, des vampires qui sont prêts à tout pour transformer, pour maintenir l'Afrique au plus bas. Et c'est à nous les Africains de nous réveiller, de prendre notre destin en main en choisissant le camp qui nous permet de mieux nous accomplir, comme c'est le cas avec la Russie. La Russie, je crois que la Russie attend tout simplement que les Africains, qui veulent bien sortir du carcan de l'hégémonie occidentale, se manifestent leur volonté pour que nous soyons accompagnés. Il y a un appelant, le monsieur qui a appelé de la France tout à l'heure, notre appelant qui a appelé de la France, a fait allusion à une grosse figure, une figure emblématique de l'histoire de la Russie moderne, Hannibal, le général Abraham Petrovitch Hannibal, qui, il faut quand même le rappeler à notre téléspectateur, il a été fait esclave à l'âge d'à peine 8 ans, un jeune Kotoko de l'actuelle région de l'extrême nord du Cameroun, du sultanat de Grande-Birnie, mais qui s'est retrouvé, grâce à son intelligence hors du commun, troisième personnalité de l'Empire russe sous le tsar Pierre le Grand, avec pour rang général des armées du tsar Pierre le Grand. Et c'était un seul exemple en Europe occidentale. Comment on les appelle les Russes, les Slaves, non les esclaves en français. Ça n'existe pas en français. Pourtant, il y a eu des génies, aussi de ce côté, mais ils les ont assassinés. Donc, on ne peut pas continuer à nous faire croire que la Russie est un pays négrophobe, alors qu'en Russie, il y a des nègres qui sont ici au sommet de l'administration russe. Et d'ailleurs, l'arrière-petit-fils de ce général-là n'est autre que Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe de tous les temps, selon tous les critiques en la matière. Vous voyez, donc, l'Occident passe son temps à nous manipuler. L'Occident passe son temps à nous raconter des mensonges. L'Occident passe son temps à nous distraire et nous enfermons nos cerveaux sur des contre-valeurs qui finalement nous empêchent d'être réalistes. Mais aujourd'hui, ce ne sera plus que jamais, les choses sont en train de changer à la faveur du conflit en Ukraine. Et c'est là qu'il faut saluer ce conflit, parce que ce conflit a permis aux Africains de connaître la vérité. De connaître la vérité sur les intentions réelles de l'Occident et des pays membres de l'OTAN, des États-Unis, vis-à-vis non seulement du reste du monde, mais surtout de l'Afrique. Parce que nous embarquer dans un conflit comme c'était le cas à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où les Africains sont retrouvés, où la France s'est servie d'Africains comme chair à canon.
C'est exactement la démarche que l'OTAN est en train de tenter de mener vis-à-vis de l'Afrique, en voulant amener des Africains dans ce conflit pour que les Africains servent de chair à canon pendant que leurs enfants seront bien au chaud pendant l'hiver. Nous, les Africains, serons en train de crever sous les balles russes et sous le froid. Donc, je crois que tel que ça se dessine, on ne peut pas dire que la guerre durera encore tout longtemps ou elle ne durera pas longtemps, mais ce qui est certain, la Russie assure maintient la pression sur l'OTAN à travers cette opération spéciale en Ukraine. Et je doute que la Russie, qui n'a jamais perdu, ça c'est important à savoir pour notre téléspectateur, la Russie n'a jamais perdu un conflit. La Russie n'a jamais perdu une guerre. C'est la Russie, sauf l'Europe occidentale contre Napoléon à la bataille de Waterloo. C'est la Russie, c'est les troupes russes qui atteint le bunker d'Hitler, les premières, lors de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est la Russie qui fait tomber Berlin. C'est les armées russes qui font tomber Berlin lors de la guerre mondiale. Mais en Europe, on enseigne que c'est les Américains. C'est faux, c'est du mensonge. Donc, il faudrait quand même que nous, les Africains, nous essayons de nous approprier tous ces faits historiques-là pour pouvoir nous reprojeter par rapport à de nouvelles alliances. L'alliance, la coopération avec la France a monté ses limites, elle ne nous est pas favorable, elle est déficitaire. Aujourd'hui, il est question pour l'Afrique de se tourner vers de nouveaux partenaires. Voilà, ça fera forcément l'objet d'une autre émission sur les partenariats de l'Afrique pour réussir. On sort avec vous, Nabaloum Abdoulaye, en quelques 2 ou 3 minutes. Quelle peut être la position de l'Afrique au regard donc de cette accusation qui est portée sur la Russie, qui se présente comme le partenaire en pole position de l'Afrique aujourd'hui sur la question de complicité génocidaire avec l'Iran qui lui fournit les armes? Oui, la géopolitique mondiale aujourd'hui nous donne raison, nous, Africains, de s'aligner derrière la Russie, d'être avec la cause de la Russie, parce que déjà, quand vous regardez au niveau du Sahel, ici, on a eu des difficultés, on connaît des difficultés. Cet Occident-là n'a pas pu nous donner, en tout cas, n'a pas pu engager des actions pour nous donner des résultats satisfaisants. Et la Russie, par contre, qui est venue en si peu de temps, a déjà donné des résultats satisfaisants. Donc, déjà, ces faits nous montrent que nous n'avons pas de choix. Nous avons le choix, mais notre choix va être celui-là de partir avec la Russie. Du reste, du côté du Burkina Faso, c'est ce qui a été réclamé par la population dans sa globalité, et nous ne sommes pas les seuls peuples. Vous avez vu très récemment tous ces pays-là qui ont rapidement signé des accords militaires avec la Russie. C'est pour indiquer clairement que aujourd'hui, le monde est en train de se diviser en 2 grands blocs, et le bloc de la Russie est celui-là qui présente en tout cas des éléments d'émergence, des éléments qui peuvent apporter l'avenir comparativement au bloc occidental qui est à son apogée, qui est à son déclin. Il faut avoir le courage de le dire et l'honnêteté intellectuelle de l'assumer. Oui, le monde occidental est en plein déclin. Nous, on nous a tellement martyrisés que nous ne pouvons plus continuer dans ce déclin-là. Nous voulons aller avec ceux-là qui présentent des éléments qui nous rassurent qu'il y a de l'avenir, parce que nous savons que notre continent a de l'avenir. C'est pourquoi nous, les panafricains, nous nous battons pour notre avenir. Merci bien à For You Media et au doyen. Merci également à vous, mon cher Nabaloum, pour votre contribution au DP. Merci pour la participation et puis l'histoire géostratégique et géopolitique que vous avez apportée hier. Merci, merci Florent, surtout merci à tous nos appelants et surtout à nos téléspectateurs qui ont consacré leur temps à nous suivre durant cette heure d'échange. Et ce sera pour la prochaine fois. Merci également aussi à la technique et puis à l'élection des programmes qui nous a permis de prendre quelques dizaines de minutes de plus sur notre temps, parce que nous voulions évoquer quelques questions de fond. Madame, Monsieur, l'autre rendez-vous qui sera justement derrière, ce sera donc le point sur l'actualité. 2 grandes informations sont donc en l'heure, notamment la candidature de la présidentielle 2026 de Laurent Gbagbo à travers le PPACI, mais également aussi une question de la Constitution en République centrafricaine. Manuel Assiké sera donc au rendez-vous avec ses invités. Quant à nous,
on aura le plaisir de se retrouver demain pour notre actualité. Pourquoi pas parler de partenariat d'Afrique. Bonne soirée à vous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.